Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de 8 Mont-Blanc, Accès Direct, votre rendez-vous avec l'actualité et l'information en savon Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 7 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de très belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Ronicher. Il répondra à mes questions. On fera ensuite le point sur la nouvelle saison culturelle de Châteaurouge à Annemasse et en fin d'émission de la cuisine médiévale au menu. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria, pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on commence avec une démission au conseil régional. Oui, Christian Dupessay quitte son poste de conseiller régional alors que le groupe socialiste et démocrate à la région tente d'alerter sur le bilan de mi-mandat de Laurent Wauquiez. Le maire d'Annemasse souhaite se recentrer sur ses mandats locaux. On verra un reportage d'Emmanuel Jaude. Puis un café mythique cher aux élèves du lycée Berthollet qui est en recherche de fonds pour sa survie. C'est le QG, un des lycéens du lycée Berthollet à Annecy, qui doit être rénové. Coût des travaux 45 000 €. Et pour financer ces travaux, les propriétaires ont lancé un financement participatif. On découvrira les explications de Juliette Vincent-Seigné. On passe à notre petite revue de presse. On commence avec des actes de dégradation fort regrettables. Oui, un triste spectacle sur le papier. L'Essor Savoyard a publié sur son compte Twitter ce week-end ces photos de bacs de fleurs dégradés le long de la promenade du Paquier au bord du lac d'Annecy. Des incivilités qui ont été commises dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est donc un promeneur matinal qui a découvert le spectacle dimanche matin. Il a envoyé donc ces clichés. Les fleurs ont été arrachées, la terre répandue comme on le voit sur ces photos. Évidemment, un acte qu'on peut condamner, qui n'est pas très respectueux du travail des services qui fleurissent la ville. Saint-Julien-en-Genevois, 4e d'un classement. Oui, c'est un classement de BFM TV qui a été repris donc par Le Messager dans cet article publié hier. Et on apprend dans l'article que Saint-Julien-en-Genevois est au pied donc, du podium des villes au plus haut pouvoir d'achat en France. La semaine dernière, je vous parlais des villes haut-savoyardes qui ont un faible taux de chômage. Ici, donc, on apprend que Saint-Julien-en-Genevois est 4e ville de France. On a aussi Gex dans l'Ain qui se classe 2e et Thonon-les-Bains qui est 9e, un classement donc très rhône-alpin comme le souligne le journaliste. Seb, tu nous parles de la production d'énergie grâce à des panneaux photovoltaïques. Oui, c'est un collectif d'habitants du Genevois qui vient de créer la première centrale villageoise de Haute-Savoie. Elle s'appelle Citoyenergie. Le principe est simple, les citoyens prennent des parts dans cette société, ça peut aller de 100 à 15 000 €. Et grâce au capital de la coopérative, des panneaux photovoltaïques sont installés sur les toits des bâtiments publics. Ça peut être des gymnases, des écoles ou sur les toits d'entreprises privées. Et les citoyens pourront alors bénéficier d'un retour sur investissement lors de la revente de cette électricité ainsi produite. Donc c'est une bonne initiative. Ça commence à fleurir un petit peu partout en France. Et là, c'est la première en Haute-Savoie. Et puis les riverains de l'aéroport de Genève peuvent demander des indemnités ? Oui, ils vont sûrement demander d'ailleurs. Ils ont déjà demandé des indemnités puisque le tribunal fédéral de Genève a donné raison donc, à plusieurs propriétaires terriens de Vernier, près de l'aéroport de Genève-Pointrin. Ils réclament la somme de 40 millions de francs suisses de dédommagement en raison des restrictions de construction dues au bruit qui sont commises par les avions. Ces parcelles sont aujourd'hui inconstructibles puisqu'elles se trouvent à quelques centaines de mètres de la piste de l'aéroport. L'État de Genève et l'aéroport avaient donc déposé 6 recours contre ces propriétaires. Ils ont donc été déboutés, mais à n'en pas douter, le combat judiciaire n'est pas terminé. Merci Victoria, Merci, Seb. tout à l'heure. Allez, avant d'accueillir mon premier invité, je suis en liaison Skype avec monsieur Patrick Such. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Alors, on va parler avec vous du festival de la Biole, Cinéma et Ruralité qui fête cette année sa 34e édition. Pouvez-vous nous rappeler dans un premier temps l'état d'esprit de ce festival ? L'état d'esprit, c'est de faire découvrir aux habitants de la région des films sur le thème de la ruralité, que ce soit des documentaires ou que ce soit des films de fiction. Donc le sujet est assez large, mais ça nous permet de proposer un voyage à travers la France et à travers le monde. Et l'une des spécificités qu'on a, c'est que pour beaucoup des films qu'on présente, on a le réalisateur qui est présent ou des grands témoins. Donc c'est une manifestation qui se veut extrêmement conviviale et qui est basée sur l'échange et la découverte. Comment il est né ce rendez-vous ? Eh ben, il est né en 1985 à l'initiative de quelques optimistes
parce que à l'époque, la Biole, c'était 1200 habitants, donc il fallait quand même être gonflé pour imaginer pouvoir monter et faire perdurer un festival de cinéma, et en plus de cinéma rural. Et puis finalement, avec l'équipe de bénévoles, avec la structuration, le soutien de nos partenaires, on arrive en fait à durer et à faire, à rencontrer le public. Hein. L'année dernière, il y avait 4600 personnes qui sont venues assister au festival, donc c'est quand même une manifestation qui compte et qui fait référence sur cette thématique-là dans toute la France en fait. Pour cette édition 2018, vous avez choisi 7 réalisateurs invités d'honneur. Comment s'est effectuée la sélection? En fait, tout au long de l'année, les bénévoles regardent des films et des films. On fait une sélection d'une quinzaine de films qu'on estime comme étant les meilleurs et susceptibles d'intéresser le public. Et puis ensuite, on rentre en contact avec les réalisateurs. Si les réalisateurs peuvent pas, les producteurs ou des grands témoins. Donc voilà, ce sont des films qu'on estime vraiment au-dessus du lot, particulièrement intéressants, et c'est pour ça qu'on les a choisis. Vous êtes toute une équipe de bénévoles à travailler pour ce festival. Vous travaillez aussi en lien avec Cinébus. Comment ça se déroule justement la collaboration avec Cinébus? Alors Cinébus est un partenaire technique déjà, hein, puisqu'ils assurent les projections. C'est aussi un partenaire régulier puisqu'ils viennent tous les mois dans le cadre de leur activité classique de séances mensuelles décentralisées. Et puis pour le coup, comme Cinébus est bien introduit dans le milieu du cinéma, ils nous aident à rentrer en contact avec les producteurs, avec les réalisateurs. Et donc grâce à eux, à la fois on repère de bons films et puis on a une entrée un petit peu privilégiée dans le monde du cinéma qui est le domaine d'activité d'aucun d'entre nous dans l'équipe bénévole. Merci beaucoup Patrick. Je rappelle donc le festival dure jusqu'au 11 novembre, donc du côté de la Biole. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. On passe à notre rubrique Actu. Je vous en prie, Jean-Luc Ronichère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, poste que vous occupez depuis septembre 2018. Vous êtes également le président du MEDEF Haute-Savoie. Comment qualifier ces 2 premiers mois là de mandat de présidence régionale? C'est un engagement extrêmement important pour moi. Effectivement, j'étais et je suis encore président du MEDEF de la Haute-Savoie. Je suis un peu en disponibilité parce que effectivement, mon nouveau mandat m'occupe beaucoup de temps et principalement à Lyon parce que beaucoup de choses se passent à Lyon quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Même si je m'oblige, je dois vous le dire, à rayonner sur le reste du territoire et notamment en Auvergne. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'avoir accédé à cette fonction? Ça représente un engagement patronal qui a commencé en 2004 pour moi, en Haute-Savoie. J'étais administrateur de la chambre syndicale de la métallurgie. Je suis avant tout un industriel dans la métallurgie, dans la fabrication de mobilier professionnel. Et ce mandat m'a conduit à être élu à la présidence de la chambre syndicale de la métallurgie en 2012, puis à la tête du MEDEF de la Haute-Savoie. Et le conseil exécutif du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a pensé que c'était une bonne idée de m'élire à sa tête. Est-ce qu'on peut rappeler la principale vocation du MEDEF? Le MEDEF, c'est la première organisation interprofessionnelle et qui est là pour défendre les intérêts de toutes les entreprises. Et je profite de l'occasion pour rappeler que toutes les entreprises ne sont pas les grandes entreprises, bien sûr les grandes entreprises que nous représentons aussi, mais 90% de nos adhérents sont des TPE-PME. Ah, on ne s'en rend pas forcément 90%? 90%, mais c'est simplement le reflet du tissu économique, industriel, commercial ou de toute nature. Et 90% des entreprises sont des TPE et des PME. Quel est le poids du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes à l'échelle nationale? Alors le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est le premier MEDEF régional de France, simplement parce que nous sommes la première région industrielle de France et la deuxième région économique de France. Quels vont être les principaux axes de travail là, pour les mois et les années à venir en tant que président régional? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais quels sont les principaux Mon principal axe de travail, c'est de coordonner, d'animer nos 12 MEDEF territoriaux. Il n'y a aucun lien de dépendance entre les MEDEF territoriaux, dont celui de la Haute-Savoie, et le MEDEF régional. Simplement, il y a une obligation de fédérer, de coordonner cet ensemble de 12 MEDEF territoriaux et des 30 branches professionnelles qui adhèrent au MEDEF.
Auvergne-Rhône-Alpes, et des branches professionnelles qui sont dans tous les secteurs, de la métallurgie, en passant par les travaux publics, l'AFNAIM, les carrières et matériaux, modes et habillements. Il faut coordonner et fédérer tout ce monde. C'est parfois pas évident parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours convergents, mais le rôle du président du MEDEF et de ses équipes, eh bien, c'est d'arriver à faire la synthèse et de coordonner pour que tout le monde aille dans le même sens, au profit et dans la défense des entreprises. C'est facile aujourd'hui d'être un dirigeant d'entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est jamais forcément facile d'être un dirigeant d'entreprise. Nous sommes sur un territoire, et notamment la Haute-Savoie, un peu béni des dieux. Mais je peux dire la même chose sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a une activité économique qui est globalement très favorable, singulièrement en Haute-Savoie, mais aussi sur d'autres territoires, bien entendu, d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Lyon, bien sûr, l'Isère, le Puy-de-Dôme, bien sûr. Mais l'activité est bonne, l'emploi est bon, les investissements sont bons, même si effectivement il y a eu un petit fléchissement depuis 2 ou 3 mois, mais les perspectives restent favorables. Vous le sentez au quotidien, en tant que dirigeant, le fait d'avoir cette chance d'être dans un département un petit peu épargné par les difficultés économiques? Dans votre activité, vous arrivez à le sentir? Bien sûr qu'on le sent, mais vous savez, on le sent parce que aussi il y a toute une histoire économique sur nos territoires, singulièrement la Haute-Savoie, mais toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, des gens courageux, travailleurs, des entrepreneurs engagés qui s'investissent beaucoup. Mais c'est pas tombé du ciel, il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas tombé derrière et devant, oui, et avant. Oui, c'est pas tombé du ciel. Vous avez déclaré vouloir être au service des entreprises. Comment est-ce que ça va se caractériser très concrètement? J'essaye, dans la mesure de mes moyens, d'être au plus près des entreprises. Dans mes fonctions, c'est plutôt les branches, c'est plutôt les MEDEF territoriaux qui adhèrent à notre fédération régionale. Mais lorsque je suis en Haute-Savoie, oui, j'essaye d'être au plus près des entreprises et de les visiter. Alors, je recevais à votre place ce lundi Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, qui sera amenée à discuter de la loi Pacte. Quelle est la position du MEDEF par rapport à cette future loi? Alors, cette future loi, si vous voulez, depuis l'année dernière, de l'élection du nouveau président de la République, disons-le clairement, il y a eu des signes plutôt favorables et des éléments plutôt favorables, notamment la loi Pénicaud, enfin les ordonnances dites Macron, l'année dernière. La loi Pacte, c'est un peu une loi fourre-tout, on met beaucoup de choses dedans. C'est pas gênant justement d'avoir une loi un petit peu fourre-tout? Madame Berthet me disait, il y avait, je crois, une cinquantaine d'articles, oui. On arrive à plus de 100 articles maintenant? Oui, c'est un peu fourre-tout. Alors c'est gênant, oui, sans doute un peu gênant, dans le sens où il n'y a pas un fil conducteur absolument évident. S'agissant des entreprises, on facilite effectivement la création, on facilite malheureusement dans certains cas leur liquidation, on essaye de simplifier les seuils. Vous savez qu'il y a 3 seuils principaux, 1150, 250. On essaye de faire en sorte, parce que cette limite des seuils empêche parfois, dit-on, et c'est vrai, aux chefs d'entreprise de passer au cran supérieur. Donc, on attend par exemple 5 ans d'un effectif qui est par exemple de 50 avant de changer de seuil. Bon, donc des éléments relativement intéressants, d'autres qui le sont beaucoup moins, comme l'objet social. On découvre, on fait croire qu'on découvre la modification de cet objet social. En réalité, l'objet social, ça fait bien longtemps que les chefs d'entreprise se préoccupent, au-delà de l'intérêt direct des actionnaires, s'occupent de beaucoup de choses et de l'intérêt des salariés et de toutes les parties environnantes. Il y a énormément d'entreprises qui sont d'ailleurs labellisées RSE, responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est sur ce point, par exemple, précis, nous n'y sommes pas favorables. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt, vous diriez, une bonne chose? Un pas en avant? Oui, dans l'ensemble, c'est plutôt un pas en avant. Pour revenir au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, du 19 au 24 novembre prochain, vous organisez la 19e semaine École-Entreprise avec comme thématique l'entreprise du futur. Là aussi, ça fait partie des priorités, j'imagine. Bien sûr, parce que nous sommes dans le monde qui avance que vous connaissez, technologique, numérique, digital, d'innovation, de recherche et développement. Et bien évidemment, dans la plupart de nos dispositifs, l'entreprise du futur, même si toutes les entreprises se projettent dans le futur, même les entreprises n'ont pas découvert aujourd'hui le futur, hein.
Mais bien sûr que nous sommes dans le numérique, bien sûr que nous sommes dans le digital, sans oublier les entreprises il n'y a pas la Startup Nation, ça c'est quelque chose, c'est pas quelque chose contre lequel je m'élève, mais n'oublions pas qu'il y a une quantité d'entreprises qui sont avant tout des entreprises industrielles, qui se numérisent aussi, qui d'ailleurs font de la recherche et du développement et de l'innovation quand elles en ont les moyens, parce que malheureusement les prélèvements obligatoires en France sont extrêmement lourds. Mais si vous voulez, aux côtés il ne faut pas caricaturer l'innovation ou la recherche et développement. Toutes les entreprises de toute nature recherchent et innovent en permanence. Une dernière chose, quelles sont les prochaines grosses échéances pour le MEDEF Aura? Écoutez, la prochaine grosse échéance, conseil exécutif au mois de décembre, mais avant cela, le FODER, c'est la réunion des 5 plus grosses régions économiques européennes qui aura lieu le 29 et 30 novembre, et nous réunissons la Catalogne, la Romandie en Suisse, bien sûr Auvergne-Rhône-Alpes, le Bade-Wurtemberg et le Piémont. Merci beaucoup, Frédéric Merci Cronifler. à vous. À bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. On passe à notre rubrique culture pour continuer à avancer dans cette émission. Je vous en prie, Frédéric Tovani et Laurence Bollier, installez-vous. Le micro est là. Vous êtes respectivement Laurence Bollier, responsable de la communication de Châteaurouge à Annemasse, Frédéric Tovani, le directeur. On va commencer avec vous, Frédéric. Comment qualifier cette saison 2018-2019 là, qui s'est ouverte il y a quelques semaines? C'est une saison un peu exceptionnelle, puisque c'est une saison dans laquelle nous allons engager une période de travaux. Donc, elle est en plusieurs séquences, si je peux dire. Une première partie jusqu'à la fin du mois, qui s'établit dans les salles de Châteaurouge et dans cette grande salle que nous allons refaire. La fermeture de la grande salle, et ensuite la poursuite de la saison dans les salles qui restent en exploitation, puisque les travaux ne concernent pas tout le complexe, avec, pour remplacer la grande salle, la construction d'un théâtre provisoire qu'on a appelé l'éphémère, et qui viendra sur le parvis de Châteaurouge, à Annemasse, combler, si je peux dire, l'arrêt de la grande salle pour qu'on continue à faire des spectacles et accueillir le public. Laurence, cette phase de travaux elle était devenue indispensable pour Châteaurouge pour grandir? Il y a longtemps qu'on en rêve tous et qu'on y pense et qu'on l'envisage. Et effectivement, c'est nécessaire. C'est nécessaire de donner une salle plus adaptée à la fois pour les artistes, pour leur offrir un outil plus compétent, et puis aussi pour le public, d'accueillir le public dans de bien meilleures conditions. Alors, en quoi ils vont consister, ces travaux? C'est quoi? C'est la grande salle qui est totalement refaite? Oui, absolument. C'est les architectes, le projet retenu après un concours d'architecture, donc propose de garder quelques éléments de l'ancienne salle pour aussi garder l'histoire de cette maison, et puis c'est aussi le patrimoine communal, et puis de démolir 90% du bâtiment de la grande salle pour reconstruire un bâtiment neuf, donc avec une salle qui conserve ses capacités d'accueil public, donc de 500 personnes, 500 places pour le théâtre, 1000 tout assis et 1500 assis debout pour les grands concerts, et puis un plateau plus grand, avec une plus grande hauteur qui permet à peu près d'accueillir tout type de spectacle dans des conditions dignes du XXIe siècle. Vous l'avez dit, c'est important, la vie ne va pas s'arrêter à Châteaurouge, bien au contraire, malgré ces travaux. Oui, non, la vie ne s'arrête pas du tout, au contraire. De toute façon, Châteaurouge, déjà à l'heure actuelle, c'est 4 salles. Donc il n'y en a qu'une qui ferme, donc il nous reste 3 salles, il nous reste la petite salle, il nous reste la salle de concert et il nous reste le café où il se passe plein de choses. Et on va aussi avoir une structure provisoire sur le parvis de Châteaurouge qu'on appelle l'éphémère. Donc on continue à avoir 4 salles, on va continuer à accueillir du public pendant toute la durée des travaux et on va continuer à régaler le public avec des spectacles et des concerts. Alors pour cette saison qui s'est donc ouverte, des concerts, du théâtre, du cirque, de la danse, ou encore même des marionnettes. C'est ça la force de Châteaurouge, c'est la variété des spectacles proposés? Oui, c'est la diversité d'une programmation évidemment qui trace son sillon dans les différentes formes, dans les différentes disciplines du spectacle vivant, avec aussi des lignes de force en musique, en théâtre, en danse. On est devenu depuis quelques années scène conventionnée avec le ministère sur ce qu'on a appelé les nouvelles écritures du corps et de la parole, donc ça nous donne aussi une piste d'exploration artistique qu'on essaye aussi d'illustrer par un certain nombre de spectacles, avec du cirque qui va croiser la danse qui dialogue avec le théâtre, enfin voilà, tous ces spectacles d'aujourd'hui qui mélangent les genres et qui font une belle diversité esthétique dans la programmation.
Et je pense que cette diversité plaît au public, elle répond aussi à des besoins, parce qu'on peut aimer venir voir un concert, pas s'intéresser au théâtre. La force de Châteaurouge, c'est aussi ça, d'avoir cet éventail suffisamment large pour, je crois, intéresser à peu près tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on dirige à un endroit comme Châteaurouge, quand on doit s'atteler à faire la programmation? J'imagine que vous n'êtes pas tout seul? Non, alors je suis évidemment accompagné, j'ai des complices, Guillaume Anger pour toute la partie musique, et elle est importante, Edwige Nuellec pour le jeune public, Laurence qui a aussi un rôle de conseil artistique parce qu'elle voit aussi beaucoup de spectacles durant la saison, et puis ensuite on se réunit, on se concerte, on fait des choix. Il y a toujours évidemment l'espoir et le désir d'acquérir le plus grand nombre, en se disant que le spectacle que nous allons choisir va produire cet effet. Alors des fois c'est vrai, des fois c'est moins vrai, mais en tout cas il y a toujours on n'est jamais sûr de rien, c'est ça qui nous plaît aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce défi de se dire, voilà, est-ce que ce soir le public sera là? Absolument. Laurence, il est comment, le public de Châteaurouge? Il est exigeant? Il est exigeant et en même temps, il est très, j'allais dire, familial, mais c'est vraiment un public de proximité, même s'il vient de tout le département, s'il vient de Suisse aussi. Il y a une habitude, je trouve que quand le public de Châteaurouge, c'est pas le public qu'on a ailleurs. Voilà, ils viennent, ils sont à la maison, ils sont chez eux, ils sont vraiment, ils participent. Il y a une vraie habitude pour eux de se retrouver et de venir. C'est vraiment un public fidèle qui nous suit depuis très longtemps. On gagne chaque année aussi de nouveaux publics parce qu'on est dans une zone d'activité où il y a des nouveaux arrivants régulièrement. Donc on les acquiert, ils viennent et puis ils nous restent fidèles. Vous proposez également des ateliers, des formations, c'est une formule qui marche? Oui, la question de l'apprentissage artistique, de pouvoir sensibiliser, initier des publics, que ce soit des adultes, des enfants, des jeunes, à la pratique d'un art, évidemment, ça nous intéresse, ça fait partie aussi de nos missions. Donc on le fait naturellement aussi vers les publics scolaires, puisque c'est aussi à cet endroit où on peut vraiment toucher tout le monde. Et puis on le propose aussi pour des publics adultes ou intergénérationnels, en théâtre, en danse. Voilà, il y a plein de formules et plein de programmes différents qui permettent à chacun de venir s'essayer à un art s'il le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Très bonne saison de culture à vous deux. Merci. Je vous laisse laisser le micro. J'accueille mes derniers invités. Installez-vous. Alors d'abord, on va parler cuisine avec deux hommes passionnés, Thierry Torrent, chef cuisinier à Morzine, et Arnaud Delers, historien et directeur d'exploitation du château de Montretier. Voilà. Alors, messieurs, vous n'êtes pas venus les mains vides. Alors Arnaud Delers, je vous laisse prendre le micro. Vous avez décidé une nouvelle fois d'unir vos talents pour la 3e année consécutive pour Saveurs oubliées du Moyen-Âge savoyard. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors derrière ce nom, il se cache la redécouverte d'une cuisine savoyarde qui est une cuisine audacieuse, une cuisine historique, grâce à un grand nom un peu oublié de la cuisine savoyarde, un grand cuisinier du XVe siècle, Maître Chicard, Amison Chicard, qui nous a inspirés. C'était donc en 1416-2016, on fêtait les 600 ans de la naissance du duché de Savoie. Et au château de Chillon, à Ripaille, on a fait des conférences sur des domaines historiques très pointus. Et puis nous, on s'est demandé comment aborder cet anniversaire d'une façon peut-être plus grand public et surtout qui allie, en ce qui me concerne, mes deux passions, l'histoire et la bonne chère. Alors vous proposez un concept assez original, innovant, ce sont des repas commentés. Voilà, tout à fait. Ce sont des repas commentés en direct. Donc chaque plat a fait l'objet d'une recherche scientifique assez rigoureuse, dans de vieux grimoires, de vieux parchemins. On a redécouvert cette cuisine savoyarde qui est loin de l'image qu'on s'en fait aujourd'hui, enfin de la cuisine traditionnelle, j'entends, de la tartiflette, de la raclette. Non, là, on est même plus fin. Ah oui, on est dans cette Savoie du XVe siècle qui est au moment de son apogée territorial, de Nice au nord du Léman, des portes des grandes villes d'Italie à la Bresse. C'est un carrefour culturel, un carrefour gastronomique, un carrefour diplomatique. C'est important de parler de ça parce que la nourriture à cette époque-là, la bonne chère, le bon banquet est politique. Alors Thierry Torrent, qu'est-ce que vous nous avez amené de bon? Bonjour, alors je vous ai sur le menu que nous allons préparer demain et ces 2 soirées qui nous restent à faire pour la 3e fois.
un faux grenon. Et je vous ai amené le dessert, c'est-à-dire une salade de fruits secs et de fruits frais, ainsi que l'amplouméus de pommes, qui est une crème d'amande avec des pommes confites dedans, le flan au safran, un cake bien sûr aux épices, un pain d'épices, et une crème aux épices fortement assaisonnée, enfin en tout cas parfumée de cannelle, de gingembre et de sauge. Ça sent très bon en tout cas. Le faux grenon, qu'est-ce que c'est? Alors le faux grenon, alors moi-même en tant que cuisinier, ça a été une vraie découverte C'est pour ça moi, j'imagine grâce intéressant. à notre historien Arnaud qui a été rechercher ces recettes du Moyen-Âge. C'est un espèce de pied-paquet de veau. C'est un veau de l'échine, du pan de veau qui est cuit dans un bouillon, comme un pot-au-feu avec différentes herbes, et puis qui est haché, réduit, le bouillon réduit, la viande est retirée, elle est hachée et elle est remise avec du gésier de volaille confit et des foies de volaille pochés dans le même bouillon. Et le tout avec la gélatine du veau, parce que dans le bouillon il y a aussi des pieds de veau, et compacté, puis refroidi, et après c'est frit dans une graisse de porc, pané à la cannelle et au pain, et c'est frit dans une poêle avec une sauce épicée. On avait bon appétit à l'époque. Oui, on avait bon appétit. Les rations quotidiennes étaient prodigieuses dans les milieux aisés. Effectivement. C'est-à-dire sur les bonnes tables, dans les bons réfectoires d'abbaye, surtout au XVe siècle, ou sur les tables des grandes demeures, des grands châteaux, la cuisine était un signe extérieur de richesse. Et faire bonne cuisine l'était, et plus encore utiliser les épices. D'ailleurs, l'expression payer en espèces est une déclinaison, oui, absolument, et révèle bien ce que ça veut dire. Si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est que ces commentaires sur ces plateaux sont très axé sur l'anecdote. On n'est pas là pour faire de la grande histoire de la diplomatie du XVe siècle ou de l'histoire d'Amédée VIII. Non, on parle vraiment de ces côtés anecdotiques. Je pense qu'on apprend plein de choses vraiment très très intéressantes sur cette cuisine qui ne demande finalement qu'à être testée, qu'à être expérimentée. Voilà. C'est important. On n'est pas dans l'idée de la reconstitution d'un banquet médiéval. C'est pas ça du tout. On est plus dans le domaine de l'expérimentation gastronomique. Alors, pour les repas que vous proposez, 7 plats, c'est bien ça? 7 plats avec le dessert et une découverte aussi du fromage qui se rapproche un peu de ce qui se faisait un peu autrefois. Alors, ce sont des mets qu'on a peu l'habitude de manger aujourd'hui? Ou est-ce qu'il reste encore quelques... Il y a des... Je te coupe. Il y a des sucrés salés, des aigres doux qui sont très très intéressantes. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à un vrai équilibre entre les différentes épices, entre le safran, le gingembre, le massis, c'est-à-dire la muscade, et les herbes potagères, les herbes vivaces telles que la sauge, la marjolaine. Et ça, c'est très important ce que dit Thierry, parce que ces cuisiniers du XVe siècle, quand ils n'écrivent pas un livre de recettes comme nous, on peut en lire un aujourd'hui. On donne les ingrédients, on donne la préparation, mais on ne donne pas les quantités. Donc c'est le génie de Thierry de proposer son interprétation de cette cuisine, et notamment des quantités de chaque ingrédient et de chaque produit, puisque ces cuisiniers du XVe siècle, je pense à Mison Chicard, cuisinier d'Amédée VIII, écrivaient pour leur père, donc pour des gens qui étaient censés connaître la chose, mais nous, 600 ans plus tard, c'est beaucoup plus difficile de... Est-ce qu'on peut goûter? Bien sûr. Moi, je suis plus sucré, moi. Alors, je vais déjà verser. Alors, le faux grenon, cette sauce, c'est une réduction de vin blanc, le bouillon de la cuisson du veau avec un verjus, c'est-à-dire un raisin aigre, et le tout réduit avec des épices. Alors, surtout le gingembre, le clou de girofle et la muscade. Et puis légèrement relevé avec un vinaigre de cidre et fini avec des jaunes, comme une espèce de crème anglaise un peu. Voilà. Sacré. On m'a soufflé dans l'oreillette, la pomme a quelque chose de particulier.
Oui, on en profite pour explorer un petit peu la symbolique médiévale. Et c'est vrai que la pomme est un fruit extrêmement intéressant. C'est un fruit éminemment symbolique, hein. C'est le fruit de la connaissance, le fruit du bien et du mal. Et là, on voit particulièrement bien dans l'assiette ce qui fait une des originalités et une partie de l'intérêt de la pomme médiévale. C'est cette espèce de pentacle, hein, que les pépins forment ici, cette étoile ici à 5 branches. On est dans la symbolique un petit peu. Excellent. Le faux grenon. Faux grenon. Le nom grenon vient de nos moustaches. Babilles. Je pense que mes collègues de 8 moments en profitons, c'est excellent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le faux grenon, c'est que bien sûr, il se sert chaud, mais on peut le servir froid comme une espèce de pâté, comme un pâté de tête. Donc, pour un cuisinier, c'est très intéressant. Moi, j'imagine que pendant ces présentations, vous prenez beaucoup de plaisir. Oui, c'est un vrai épanouissement. On s'aperçoit que cette cuisine, que toutes les cuisines de l'Alpe, enfin de Savoie, elles s'adaptent, elles collent à une vraie réalité économique. Autrefois, hein, le commerce des épices, aujourd'hui l'or blanc, hier le pastoralisme avec la cuisine des abbayes. Voilà, c'est très épanouissant pour un cuisinier et pour toute l'équipe du restaurant. On rappelle les dates. Il reste 2 dates, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le 8 et le 9 novembre 2018, jeudi et vendredi, à partir de 19h au restaurant La Chamade à Morzine. Il reste des places? Le jeudi est complètement cadré et il reste de la place vendredi. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça marche. Oui, le public a Je vais goûter un répondu présent. petit morceau de pain d'épices, moi. Voilà, Je suis vraiment bien bec sûr. sucré. En attendant que Victoria arrive. Merci bien. Voilà. Merci en tout cas, messieurs, pour cette superbe initiative. Je vous Bon en appétit. prie. À très très bientôt. Bon appétit. Merci. Merci. Allez, j'accueille Victoria. Pour le rappeler les titres, ça se fait pas trop de manger de Paris à bouche pleine, mais bon. Ouais. Alors dans le JT Victoria, on parlera de Christian Dupessay qui quitte son poste à la région. Oui, tout à fait. Christian Dupessay qui a donc annoncé sa démission aujourd'hui, alors que le groupe socialiste et démocrate à la région tente d'alerter sur le bilan à mi-mandat du républicain Laurent Wauquiez. Et puis un reportage de Juliette Vincent-Seigné sur un élan de solidarité pour un bar qui est situé près du lycée Berthollet à Annecy. Et oui, c'est le QG des lycéens du lycée Berthollet à Annecy. Le café La Récré a lancé un financement participatif pour financer ces travaux de rénovation qui sont bien évidemment nécessaires. Merci Victoria. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de goûter ce qui reste à manger. Après la pub, on se retrouve pour le journal. À tout de suite.